Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir maintenant le théorème de Bell. Alors le théorème de Bell fait partie d'un ensemble de théorèmes appelé théorème no-go, un terme qui vient de l'anglais, et qui signifie théorème d'impossibilité. C'est un ensemble de théorèmes qui en quelque sorte fixe les contours de la mécanique quantique, c'est les limites de ses fondements, et qui dit ce qui n'est pas possible en mécanique quantique, ou si on veut représenter la théorie par une théorie à variable cachée, les contraintes que cela impose à cette formulation. C'est le cas du théorème de Bell. Alors, ce théorème concerne une variante du paradoxe EPR que nous avons vu dans les travaux d'Einstein, et une variante qui, au lieu d'utiliser la position et l'impulsion, utilise le spin des particules, par exemple des électrons ou des photons, qui est plus pratique et plus efficace. C'est une variante du paradoxe qui est due à David Bohm. Le fait de considérer le spin conduit à avoir des éléments de réalité qui sont les composantes du spin. Celles-ci étant alors données par une certaine fonction qui dépend des variables cachées lambda et de l'opérateur d'observation des composantes du spin qui est utilisé. Les variables supplémentaires ou variables cachées sont donc notées collectivement lambda. Ici, on va considérer la mesure du spin dans trois directions de l'espace, A, B et C. Donc trois vecteurs. Et donc, on a les composantes des spins qui sont données pour la première particule par une certaine fonction A de lambda, les valeurs des variables cachées, et de la direction A. Et pour la particule B, la deuxième particule, on a de même B lambda, une direction B. Les composantes du spin, mesurées dans une certaine direction, pour l'électron, valent plus ou moins 1,5. Donc la valeur de la fonction sera plus ou moins 1,5. De même pour B. Pour avoir plus facile, on multiplie cette valeur par 2, ça c'est pas un problème, on fait 1 fois 2 dans la fonction, et de façon à avoir A et B qui valent plus ou moins 1. Et en plus, c'est valable alors à ce moment-là pour le photon, par exemple, pour la composante du spin étant plus ou moins 1. Il est important de dire que la théorie utilise des variables cachées locales. C'était le cas du raisonnement d'Einstein avec ses éléments de réalité. La localité jouait un grand rôle. Ce qui veut dire que la valeur de A dépend uniquement des variables cachées de la particule A. Et donc on n'a pas une fonction qui serait du style A lambda en fonction des directions A et B, des deux directions de mesure. La mesure étant strictement locale. Les particules étant étant considérées comme identiques, par exemple 2 électrons ou 2 photons, ça veut dire que les fonctions A et B sont des fonctions identiques. Et on utilise comme état intriqué l'état singulier du spin, avec donc des spins qui sont opposés pour les deux particules. Alors ce qu'on mesure en pratique, c'est une corrélation, c'est-à-dire les coïncidences entre les mesures faites sur deux particules. Par exemple, on mesure la valeur du spin selon une direction A pour la première particule, sigma 1, notons-le comme ça, une deuxième, sigma B, direction B pour la deuxième particule, qui vaut donc moins 1 ou plus ou moins 1, et deux valent plus ou moins 1,
On fait le produit des deux, ça c'est la mesure de la corrélation, et on fait la somme de toutes les valeurs pour un grand nombre d'expériences, et on prend la moyenne. Cette moyenne sur un grand nombre de mesures est la mesure de la corrélation. En mécanique quantique, pour le spin, le résultat est très simple. Mécanique quantique qui dit que dans ce cas-là, c'est simplement moins A fois B, les directions. Donc, c'est moins le produit scalaire entre les deux directions de mesure. Si on a la même direction, on obtient moins 1 systématiquement, puisque les spins sont dans l'état singulier de spin opposé. C'est un des deux états intriqués maximal que nous avions vu. Si on a des variables cachées, alors cette valeur elle est donnée pour deux directions AB par l'intégrale pour toutes les valeurs possibles, donc c'est la somme en fait sur toutes les valeurs possibles des variables cachées de A lambda A fois B lambda B fois rho lambda, une certaine fonction, a priori inconnue, qui donne la distribution statistique des valeurs de la variable cachée. Donc ces variables cachées sont identiques pour les deux particules, puisqu'elles sont totalement intriquées. Et cette distribution statistique des variables cachées est a priori inconnue. C'est une certaine distribution. On se contente juste de normaliser le résultat en disant que la somme de tous les rho lambda est égale à 1. Normalisation statistique normale. L'intrication étant celle d'un singulier et maximale, nous avons donc que PAA égale moins 1, comme nous venons de le dire. Et donc que A lambda A égale moins B lambda A pour toute valeur de lambda et de A. En utilisant tous ces résultats, AB est égal à plus ou moins A, la formulation intégrale, ses contraintes, on fait quelques calculs qui seront pas très compliqués, qui sont un peu techniques, mais ils ne sont pas très compliqués en réalité, et ça aboutit à une relation qui dit que pour trois directions, on a PAB moins PAC, pour trois directions ABC, en valeur absolue, est inférieur ou égal à 1 plus PBC. C'est ce qu'on appelle les inégalités de Bell. Celles-ci peuvent prendre différentes formes dans différentes situations expérimentales. Elles donnent une contrainte pour les théories à variables cachées locales. On verra très rapidement que la mécanique quantique viole ces inégalités. La mécanique quantique ne les respecte pas. Cela a conduit certains auteurs, et pas des moindres, Bethe, Hans, Gell-Mann, Murray, Wigner, donc de grands scientifiques, à dire que ça invalide les théories à variables cachées. Alors non, ils sont trompés, c'est pas tout à fait vrai. Ça invalide seulement les variables cachées locales, puisque le théorème de Bell ne fait que deux hypothèses. C'est un théorème formidable parce que c'est un théorème d'une extraordinaire généralité. Celui-ci dit, on a des variables cachées, elles sont locales, et c'est tout. Aucune autre hypothèse. Les variables cachées peuvent être de n'importe quelle nature. On pourrait les représenter par des simples nombres, par des quaternions, par des opérateurs, peu importe. Alors, elles peuvent être en nombre fini, infini, avoir des distributions statistiques très compliquées. Aucune importance. En toute généralité, on doit avoir cette contrainte. Mais la localité est une des hypothèses. Et donc, ça invaliderait, si la mécanique quantique a raison, ça invaliderait les variables cachées locales, uniquement.
Notons qu'il existe aussi d'autres démonstrations, alors je ne vous ai pas donné le détail du calcul qui aboutit à ça, il existe d'autres démonstrations, parfois très simples et très pédagogiques, comme celle par exemple d'Espagna. D'Espagna a donné une démonstration fort simple des inégalités de Bell, mais et qui montre que, en somme, cette limite résulte des possibilités offertes par les variables cachées, du fait qu'elles sont en nombre limité. Les possibilités sont limitées, et cette inégalité, Bernard d'Espagna a montré qu'elle résultait simplement d'inégalités tirées de la théorie des ensembles de valeurs possibles pour les variables cachées. Une démonstration assez remarquable. Mais je ne la donne pas ici parce qu'elle concerne un cas fort particulier, très particulier, et il est préférable de rester général. Et ce qui nous importe après tout, ce sont les conclusions du théorème et ses conséquences. La vue assez profonde qu'apporte le travail d'Espagna concerne essentiellement les structures des variables cachées locales, qui ne sont pas notre objectif en soi. Alors, en pratique, ce qu'on mesure, c'est plutôt la polarisation, par exemple, de photons, qui seraient intriqués. De photons avec le spin intriqué. Donc on mesure, par exemple, la direction verticale, par exemple, avec, à ce moment-là, on mesure la polarisation dans la direction A ou moins A. Verticale, c'est comme ça ou comme ça. Et ce qu'on mesure, ce sont des coïncidences. C'est-à-dire qu'on utilise un polarimètre, c'est-à-dire un simple filtre polarisant, le même que sur les verres Polaroid, pour les lunettes de soleil, et on mesure si le photon passe ou pas. On oriente le filtre pour qu'il soit vertical, par exemple, et on regarde si le photon passe ou pas. Et on prend on fait les mesures avec deux directions différentes sur les deux photons, et on regarde si les résultats coïncident ou pas. Donc ce qu'on mesure, c'est une coïncidence, c'est alpha, bêta, pour deux directions alpha et bêta de mesure. Alors, on obtient directement à partir de là, ça se transpose directement. Le fait de mesurer dans les deux directions introduit un facteur 2, mais il se simplifie. On obtient C alpha bêta moins C bêta alpha gamma, pardon, en valeur absolue, est inférieur à 1 plus C bêta gamma. Et ça donne en plus une méthode très facile de mesure, avec de simples filtres polarisants et des photons intriqués. Que nous dit maintenant la mécanique quantique? Bon, ça, c'est ce que nous disent les variables cachées locales. Que dit la mécanique quantique? La mécanique quantique, elle dit que, en utilisant le simple produit vectoriel, le produit scalaire entre les directions, on trouve que C alpha bêta est égal à moins le cosinus de l'angle alpha moins bêta, de la différence d'angle. Le résultat quantique est donc très simple. Prenons trois angles donnés. Alpha égale 0, vertical par exemple, bêta égale 25 degrés, et gamma égale 115 degrés. Je vous laisse faire le calcul en utilisant cette formule et cette formule. On trouve alors qu'en mécanique quantique, le membre de gauche ici est égal à 1,328 et le membre de droite est égal à 1. Et 1,328 n'est pas inférieur ou égal à 1. Donc la mécanique quantique viole les inégalités de Bell. La mécanique quantique ne peut donc pas être représentée par une théorie à variables cachées locales. À condition, bien sûr, que ce résultat soit correct. Einstein lui-même l'avait pointé en disant
on obtient quelque chose qui ne peut pas être possible. On doit avoir une violation des inégalités de Heisenberg, des relations d'indétermination. C'était ce point sur lequel il s'était concentré. Et il dit, dans ce cas-là, la mécanique quantique devrait donner un résultat qui est faux, parce qu'elle n'est pas complète. Et donc, il faut le vérifier. Et donc, à partir de là, les scientifiques se sont alors attachés à essayer de le vérifier. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous verrons ce qu'on appelle les expériences EPR. Je vous remercie.